Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, pour la review du chapitre 955. Je suis désolé de ne pas l'avoir sorti plus tôt. L'erreur est réparée, on va regarder ça tous ensemble, tranquillement. Alors oui, effectivement, avec tout ce qui s'est passé autour de One Piece Stampede hier, etc., j'ai pas pu vous sortir de review. Donc on va parler de tout ça. One Piece Stampede, j'en parlerai pas dans cette vidéo, dans une autre, je pense. Et puis voilà. Donc on peut déjà commencer. Le chapitre 955 était énorme et il y a beaucoup de trucs à dire. Donc le format de la review sera peut-être un petit peu différent d'habitude, mais vous inquiétez pas, avec les prochains jours, voilà, les prochaines semaines, tout va rentrer dans l'ordre. En ce moment, c'est un peu chamboulé, le rythme de parution, etc. Enfin bref, on va pas rester 2 heures dessus, mais en tout cas, c'était un petit peu chamboulé. On remercie Scantrad pour leur traduction, comme d'habitude. Et puis, on peut commencer. Alors, déjà, la page de couverture est assez intéressante au final, puisque Bedge se retrouve à Dressrosa, alors qu'au dernier chapitre, il était au niveau de Redline. Alors, j'ai un peu du mal, du coup, à un peu localiser son trajet. C'est assez étonnant. À la rigueur, il aurait dû peut-être essayer de passer par l'île des hommes poissons, quelque chose comme ça. Pourquoi aller à Dressrosa, j'en sais rien. Au final, ils ont fait une sorte de demi-tour un peu pas nécessaire, je pense. Mais là, je pense que pour le coup, l'histoire de Capone, tout ça, ça va avoir une certaine incidence. Elle est très très importante. Le fait qu'il retourne sur Dressrosa, ça le confirme énormément. Et j'espère juste que finalement il va pas revenir au final sur Wano, qu'ils vont pas nous faire un espèce de demi-tour qui va repasser par entre guillemets Whole Cake où il va contourner pour arriver sur Wano Kuni. Ça serait assez... J'avoue que même si j'ai bien aimé Capone dans le dernier arc, ça serait un peu redondant de le revoir. Alors, première scène du chapitre, Iori reste dans la continuité de ce que disait du coup Momonosuke en ne voulant pas apparaître avant ou pendant la guerre, etc. Momonosuke disait qu'il voulait pas voir sa sœur ou qu'il ne la verrait pas avant la fin de la guerre. Et elle a dit à peu près la même chose parce que les sentiments n'ont pas de place dans un truc, dans un combat de guerrier, machin et tout. Alors, perso, je suis d'accord et pas trop d'accord à la fois, parce qu'ils auraient bien eu besoin justement de l'avoir pour la motivation. Quand je dis ils, c'est bien sûr les fourreaux rouges ou même tous les autres guerriers liés aux fourreaux rouges, les autres samouraïs. Là pour le coup, elle non, elle a pas voulu se montrer. Je trouve ça un peu dommage parce que si Momonosuke avait pas fait ça, en attendant les prisonniers de la mine, eux, ne se seraient jamais motivés. Même Luffy n'avait rien pu faire pour ça, il se serait jamais motivé. Donc ouais, je trouve ça un peu bizarre son espèce ouais, son approche là-dessus est très bizarre. Et je pense que, même si vous savez à quel point je doute sur Iori depuis pas mal de temps, je pense que ça justement, ça cache quelque chose, réellement. Vraiment, vraiment. Alors du coup, elle a été considérée aussi comme un garçon manqué. Son comportement justement avec Momonosuke était très proche de la petite sœur un peu peste ou hyperactive qu'on peut imaginer. Donc cette scène était assez marrante. Et c'est vrai que du coup, le fait que ce soit désormais lui le petit frère en quelque sorte, ça va être très très bizarre. Je pense que ça va donner un peu une situation malaisante ou alors Oda va réussir à gérer ça un peu mieux. Mais oui, très très bizarre. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de savoir où en est le fruit de Toki avec tout ça. Est-ce que ça serait pas Iori qui aurait donc consommé le fruit du temps de Toki pour éventuellement redonner l'âge de son frère plus tard? Oui, ça peut se faire. Alors d'après Kawamatsu, elle serait en lieu sûr. Alors serait-ce à Ringo dans la cave à katana que gardait Gyokimaru, ou alors dans le éventuel sanctuaire d'Enma sur Akumai qu'on a pu voir il y a de ça quelques chapitres. Elle s'y était déjà protégée, elle s'y était déjà reclus. Donc éventuellement ça pourrait être là-bas. Je sais pas du tout où elle pourrait être autrement. Ou alors elle va chercher justement à essayer de se rapprocher de Orochi, éventuellement. Pour avoir quand même sa place au sein de la guerre et éventuellement le trahir ou d'une certaine façon ou quoi que ce soit. Alors on en vient à l'une des parties principales de ce chapitre, les sabres. Alors on va en parler beaucoup là actuellement, mais on en reparlera aussi un petit peu plus loin dans le chapitre parce que j'essaye de faire en fonction des événements du chapitre. Donc voilà. Itetsu donc prend enfin la parole en expliquant qu'il a attendu 20 longues années afin de rendre le Enma et le Ameno Abakiri à leurs propriétaires, donc soit respectivement Iori et Momonosuke. Alors il s'agissait apparemment des lames préférées d'Oden. Enma était capable de trancher jusqu'au fin fond des enfers, tandis que le Ameno, lui, pouvait découper le ciel. Alors, ces deux sabres font partie des 21 Owazamono, ce qui a été pour moi la première surprise, vu que vraiment j'aurais pensé que Enma aurait été au moins une des 12 Owazamono. Vu sa puissance et sa légende, ça me paraissait être le minimum, mais apparemment non. Donc c'est encore plus intéressant et ça surclasse totalement la catégorie des 12 Owazamono. Donc ouais, j'ai été vraiment surpris sur ce plan-là, mais c'est une bonne surprise au final. Parce que du coup, ça laisse encore plus fantasmer sur la puissance des 12 Owazamono, des 12 lames façon comme le Kokuto Yoru de Mihawk. Elles doivent littéralement être d'une puissance même plus légendaire, ça doit être divine. Et donc c'est cette lame, le Enma, qui va nous intéresser puisqu'elle a un sacré tempérament. Elle a été remise donc à Zoro comme il se devait, mais Itetsu l'a prévenu, seul un homme a réussi à l'apprivoiser,
Oden Kozuki. Et ça on le comprend quand Zoro justement en essayant de trancher un arbre s'est mis à trancher une partie de la côte, assez involontairement du coup. Là du coup Itetsu explique que ce sabre coupe plus que nécessaire car il projette de lui-même le haki de son porteur, donc il utilise automatiquement en gros lors de son utilisation le haki de l'armement. C'est une sorte finalement, c'est une sorte d'éveil en quelque sorte, un éveil forcé du haki de l'armement. Alors là c'est la partie assez importante puisque ça confirme bien que les sabres ont un caractère très particulier et que chacun d'eux peut avoir un pouvoir spécial. Qui plus est, un pouvoir qui peut avoir une influence sur le corps de son possesseur. Donc le fait qu'Ashura, la technique de Zoro, soit réellement liée à la malédiction de son Kitetsu se voit être assez confirmé par ce chapitre au final. Donc oui, le fait de voir le Enma drainer en quelque sorte le haki de Zoro en le surexploitant contre sa volonté et que ce dernier tente de l'en empêcher justement, montre bien que cette lame a un fort caractère et qu'elle est tout ce qu'il y a de plus vivant. Et que du coup Zoro se bat un peu contre elle. Donc ce katana a une certaine âme, et je pense que du coup qu'elle a encore pas mal de secrets à dévoiler. Donc là je me pose la question, qu'est-ce que le Ameno Abakiri justement cache comme pouvoir ou comme puissance ou comme secret? Est-ce qu'elle est justement d'un caractère aussi violent que le Enma? Je pense pas. Ou est-ce qu'elle est justement un peu plus fine, un peu plus raffinée, un peu plus pure que celle-ci. Bref, en tout cas, Zoro l'a kiffé et a tout de suite oublié le Shusui vu qu'il voit en Enma une sorte de gros power-up. Alors, vu certains discours que j'ai pu lire à ce sujet, comme quoi jamais Zoro ne lâcherait un de ses katanas pour gagner en puissance, j'imagine qu'il y a beaucoup de déçus actuellement. On reparlera un peu des lames plus tard, pour l'instant on va se refocaliser sur les autres, avec notamment les préparations pour la guerre qui nous font comprendre très explicitement que la flotte de Luffy va apparaître là, maintenant, tout de suite. Oui, parce que 30 000 adversaires contre 4 000 alliés, ça va être compliqué je pense. Enfin, normalement non, puisque la quête des rois de Luffy au début de l'île des hommes poissons permettait de vaincre instantanément 50 000 adversaires, donc normalement pas de souci. Les 30 000 adversaires qu'il va avoir contre Kaido, etc., il est censé les surpasser largement. Sauf que je doute que Oda réutilise ce genre de scénario et donc que les 5600 membres de la flotte sont je pense prévus pour débarquer en pleine guerre. Malgré ça, c'est toujours insuffisant, ils sont toujours pas au bon nombre parce que ça fait à peu près 10 000 adversaires, 10 000 alliés pour on va dire 30 000 adversaires du coup. C'est toujours insuffisant, donc même si les Mugiwara et les Fourreaux Rouges, voire même l'équipage de l'eau comptent à eux-mêmes plusieurs milliers de personnes, je suis très impatient de voir comment Oda va gérer cette guerre. Avec le sous-effectif et tout, je suis très impatient. De l'autre côté, t'as tout le monde qui s'entraîne, donc t'as Luffy au Ryuo, Zoro avec son sabre et Sanji qui... bref. Les jours avancent et ils se préparent à tous se retrouver, donc nous sommes déjà à la veille du raid. C'est incroyable à quel point c'est allé vite. Oda a absolument tout lâché pour vraiment faire en sorte que la guerre se déroule là, au plus vite, le plus vite possible. Alors personnellement, je pense qu'il a fait ça car il n'a plus le temps. Ou alors il veut faire correspondre des chapitres pour faire des foreshadowing éventuellement. Mais je pense que là il voit que Wano traînait en longueur et c'est pour ça qu'en l'espace de 2 ou 3 chapitres nous avons autant avancé qu'en plus d'1 an quoi. D'un côté on peut aussi voir l'état de la population suite à la nouvelle du ralliement des Fourreaux Rouges qui s'étend finalement aussi vite que la peste. Tu m'étonnes que leur plan est grillé après. Donc ça doit parvenir à des oreilles très haut placées et d'ailleurs on apprend que Orochi a connaissance de ce plan. Il y a donc bel et bien un traître. Alors qui est-ce ? Est-ce que c'est Law? Est-ce que c'est Carotte? Est-ce que c'est Kanjuro? Pour le coup, je serais presque tenté de penser à Law. Vraiment, je le sens de moins en moins, ce type, étonnamment. Après, ça reste à voir. Il y a vraiment beaucoup de candidats et ça se trouve, à la fin, on va tous être surpris parce que ce sera pas du tout celui auquel on pensait de base. Les Fourreaux Rouges, eux, sont quasiment réunis et waouh, la scène de leur marche était vraiment très belle. Oda a bien refait une référence à l'histoire des 47 Ronin en disant qu'ils allaient justement venger l'humiliation de leur maître subie il y a de ça 20 ans. Donc si Oda suit encore une fois le schéma du raid des 47 Ronin, ils vont normalement s'infiltrer assez discrètement, s'attaquer durant un banquet ou une pièce de théâtre, il va y avoir des morts parmi eux et à la fin, après avoir réussi, ils vont tous pratiquer le seppuku, ils vont tous se donner à mort, se suicider. Je dois avouer du coup avoir très hâte de voir la suite et voir surtout à quel point Oda sera fidèle à l'histoire originale des 47 Ronin. Parce que si c'est le cas, tout comme le disait Nina, à la fin ils vont tous se seppuku et tous ceux qu'on peut connaître comme Kinemon, Kawamatsu, etc., ils sont censés se donner la mort. Voilà, en théorie ils sont réellement censés se donner la mort une fois la vengeance accomplie. Alors pour le reste, une scène m'a brisé le cœur avec Otoko en larmes et avec le sourire devant la tombe de son père. C'était putain, toujours autant horrible. Pour ça, voilà. Je trouve que là pour le coup, Oda, l'histoire des smiles, même si j'étais très dubitatif au début, il a vraiment bien géré parce que le contraste est terrible et c'est... Waouh. C'est l'une des premières fois où ça fait autant d'effets sur le plan sentimental dans One Piece. Pedro est aussi étonnamment enterré à côté et je dois dire que revoir Carotte justement pour la première fois depuis 1 an et qu'elle a un si gros smile alors que tout le monde pleure,
Ouais, ça me fait très très bizarre. Donc du coup, l'histoire du traître, comme le disait Arthur de la librairie Dohara, ça commence à quand même rentrer un peu plus en tête. Bref, on retourne sur Zoro, qui apparemment aurait déjà réussi à apprivoiser Enma en 2 jours. Ouais, bon, je suis pas très fan, mais on ne dira rien, même si je sens que la logique et le respect d'Oden s'est fait un petit peu retourner en peu de temps. Après, il est aussi quand même important de noter, et c'est un peu la façon d'Oda d'expliquer comment Zoro peut gérer le Enma, c'est que le Enma et le Wado Ichimonji ont été créés par la même personne, le même forgeron, Shimotsuki Kozaburo, qui serait éventuellement lié à Koichiro du village d'East Blue, vu qu'il semble avoir quitté illégalement le pays il y a de ça 50 ans. Donc on peut penser que c'est lui, le fondateur du village, donc le fondateur du village Shimotsuki sur East Blue, et donc ça expliquerait pas mal de choses. En tout cas, les Shimotsuki sont vraiment beaucoup à l'honneur actuellement. Reste à savoir quel lien il a avec Yasui, reste à savoir quel lien il peut avoir avec Zoro, ou quel lien il peut avoir avec Ryuma. Donc le Wado Ichimonji qu'il aurait créé a été hérité par Kuina ainsi que par Zoro. Les 2 lames, donc le Wado Ichimonji et le Enma, seraient donc en quelque sorte jumelles. Et autre chose, Enma n'est pas encore devenue noire. Donc ça va être le devoir de Zoro de la faire changer de couleur afin qu'elle grimpe d'un rang. Alors, qu'est-ce que Itetsu entend par rang? Est-ce que par rang, il sous-entend qu'elle va passer des 21 Owasamono aux 12 Owasamono? Ça me paraît un peu bizarre, mais admettons. Ou est-ce que ça va être quelque chose de différent? En tout cas, pour parler de rang, normalement, ça parle des Owasamono. Voilà, tout simplement. Donc, le Enma va devenir sans doute une lame noire grâce à Zoro, ainsi que sans aucun doute le Wado Ichimonji. Donc le Wado Ichimonji va aussi changer éventuellement de couleur. Et tout ça, ça ne va tourner qu'autour de Zoro. Donc vraiment Zoro va devenir le personnage principal à un moment durant l'arc de Wano Kuni, même s'il ne l'est pas déjà un peu actuellement. Ça, ouais, c'est pour le coup, oui, il a un sacré traitement actuellement. On apprend aussi justement une fois de plus que le Kitetsu que porte Zoro est la création du Tengu, donc de Itetsu Tenguyama. Vu que c'est le 3e Kitetsu, il se peut donc que le père et le grand-père du Tengu soient respectivement les créateurs du 2e et du 1er Kitetsu. Voilà, que ce soit une espèce d'histoire de génération. Du côté de Luffy, les arbres sont toujours les grosses victimes du chapitre, puisqu'il est parvenu à utiliser correctement le Ryuo dessus afin de faire exploser l'intérieur du tronc. Donc tout ce qu'il essayait de chercher à faire pour vaincre Kaido. Alors ça va, j'ai pas trop envie de râler sur la vitesse de son apprentissage du Ryuo, vu qu'il a fait ça quand même pendant 1 semaine, que ça, avec son mentor, donc Hyogoro. Donc pour une fois, je vais la fermer sur ce sujet. Oda a beaucoup mieux amené ça que le haki de l'observation avec Katakuri, etc. Là pour le coup, voilà, je suis beaucoup plus satisfait de la façon dont c'est fait que habituellement. Et du coup, c'est ainsi que se clôt ce chapitre. C'est la fin du 2e acte de Wano Kuni et nous allons enfin passer au 3e acte et sûrement le dernier. Donc la dernière fois qu'on a eu un changement d'acte, c'était au chapitre 924. Donc là, ça arrive 21 chapitres plus tard. 31 chapitres plus tard même, qu'est-ce qui va se passer? La dernière fois, on en a eu un retour sur Barbe Noire, on a eu un petit retour sur la rêverie, entre guillemets. Donc là, le prochain chapitre, ça risque d'être quoi? Soit un retour sur, une fois de plus, Barbe Noire ou les news du monde, soit lié aux révolutionnaires, je pense plus révolutionnaire pour le coup, soit quelque chose lié, justement, encore une fois, à la rêverie. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'événements sur le prochain chapitre. Normalement, en théorie, il faudrait pas que ce soit sur Wano Kuni. Il faudrait que ce soit sur, justement, tout ce qui est annonce à côté, etc. Donc, l'idéal, ça serait que ce soit sur la rêverie, que ce soit sur les révolutionnaires, que ce soit peut-être même sur la faute de Luffy. Voilà. En tout cas, ce chapitre était énorme. J'espère que cette petite review vous aura plu. J'attends avec impatience. Normalement, le prochain chapitre sort jeudi prochain. Donc, tenez-vous bien au courant. Faites bien attention, etc. Mais normalement, il sort jeudi prochain. Ça va être une tuerie, je pense. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt, les bros. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que vous avez superbement apprécié le film de One Piece Stampede et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques temps. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et puis on se dit à très bientôt. Peace, les bros.